Donc, bonjour à tous et puis bienvenue pour ce webinaire. Donc, c'est une nouvelle série de webinaires que le pôle bio Massif Central propose dans la continuité des biothémas. Donc, on a appelé ça tout simplement les biothémas web. Et donc, aujourd'hui, on laissera la parole à Vincent Vigier, qui est conseiller à la Chambre d'agriculture du Cantal, pour nous parler de l'évolution des rendements fourragers en bio et en conventionnel. Et donc, dans le cadre d'une étude qu'il a faite dans le cadre du projet Bioréférence Massif Central, donc qui est piloté par le pôle bio et qui compte une vingtaine de partenaires. Donc ensuite, sur la diapo suivante, un petit point de contexte. Donc, comme je vous disais, c'est un nouveau cycle de conférences qui s'inscrit dans le cadre des biothémas, un nouveau cycle de webinaires, pardon, qui s'inscrit dans le cadre des biothémas. Et les biothémas, c'est un cycle de conférences sur l'agriculture bio et ses pratiques, qu'on fait tous les ans depuis maintenant 11 ans au sommet de l'élevage et qu'on co-organise avec l'ITAB à cette occasion-là, du sommet de l'élevage. Les biothémas les historiques, on va dire, sont aussi disponibles en replay pour les dernières années sur le site du pôle bio. Donc pour les biothémas web, on est seul à la manœuvre en termes d'organisation avec le pôle bio et on organise ça dans le cadre du projet Biotransfert qui est financé dans le cadre de la Convention Massif Central par des fonds de l'État. On les remercie. Et donc l'objectif, c'est de vous proposer des temps pour échanger sur des résultats intéressants, on l'espère en tout cas, d'approfondir certains sujets, et donc c'est des temps d'échange ouverts à tous. Donc au programme aujourd'hui, comme je vous disais, on va aborder des résultats issus du projet Bioréférence 22-24, donc qui aussi est financé dans le cadre de la Convention Massif Centrale par l'État, cette fois-ci par des fonds FNADT. Et donc les résultats en particulier que Vincent va vous présenter aujourd'hui sont plus anciens que ce projet Bioréférence 22-24, puisqu'il y avait un premier projet bioréférence de 2015 à 2022 et les données qui vont vous être présentées ont aussi été collectées dans le cadre de ce premier projet bioréférence. Donc c'est une présentation un peu globale qui recouvre tout ce qu'on a sur bioréférence. Il y avait une petite diapo, effectivement. Donc l'objectif de bioréférence, je garde la main, Julie ? Oui, vas-y. Je passe la parole à ma collègue Julie qui coordonne ce projet pour vous en dire un petit peu plus en 3 mots. Du coup, le projet de référence a pour objectif donc, de produire des références technico-économiques. Donc, c'est pour les élevages ruminants bio du Massif central, aussi bien en caprin qu'en bovin lait, bovin viande, bovin lait ou bovin viande. Voilà, c'est d'accompagner ces élevages. Et donc, c'est un projet pluriannuel. Enfin, il y a eu, comme disait, une tranche de 2015 à 2022, et là, une autre tranche de 2022 à 2024, et avec une vingtaine de partenaires, donc de nombreuses chambres d'agriculture, également des groupements de producteurs bio, mixtes, et puis des instituts techniques, enfin, l'ITAB, l'Institut de l'élevage, INRAE également, l'enseignement supérieur également qui est présent, avec les AgroSup et l'ISARA, et des lycées agricoles qui peuvent être associés également. Voilà, donc il y a de nombreux livrables qui ont été réalisés dans le cadre de la tranche précédente, 2015-2022, il y en a plus d'une centaine. Donc vous pouvez les retrouver sur l'espace web là, dont on a mis la petite adresse. Et puis là, les nouveaux livrables du projet 2022-2024 sont en train d'arriver. Et donc, ils seront également disponibles sur cet espace web. Donc, c'est classé par filière essentiellement, puis il y a des synthèses, des documents qui sont plus transfilières, des approches plus thématiques, mais voilà, c'est assez simple de s'y retrouver, normalement. Voilà, mais je laisse la main à Vincent maintenant, qui va rentrer dans le vif du sujet. Voilà, à toi Vincent. Merci Aurélie, merci Julie, bonjour à toutes et à tous. Alors, donc, je vais vous parler des rendements, comme c'est écrit dessus, évolution des rendements fourragers bioconventionnels. Alors, sur le coup, c'est pas un thème qui va justement faire soulever les foules, mais vous verrez qu'il y a des enseignements, personnellement, moi, qui m'ont surpris, parfois fait flipper. Et après, comme voilà, comme il faut aller de l'avant, la fin de ce diaporama sera consacrée aux perspectives d'amélioration. Alors, dans un premier temps, les remerciements. Donc, je remercie 3 étudiants de licence pro, donc ABCD, ça veut dire Agriculture biologique, Conseil et Développement, qui est géré par VET AgroSup,
qui m'ont fait un projet tutoré de grande qualité puisqu'ils ont brassé énormément de données. Je remercie Adeline Védrine, donc, qui a été leur enseignante référente pour ce projet-là. Et je remercie Yannick Péchuzal, le collègue de l'Institut de l'élevage, qui chapeaute à la fois les réseaux de fermes conventionnelles et le réseau bovin-lait bio. Voilà, donc on est parti sur les bases de données que m'a communiqué Yannick. Il me le récupère tous les ans et il me les envoie sous forme de tableur Excel. Alors la base de données qui a servi pour ces extractions, c'est 80 élevages bovins-lait qui sont suivis depuis 2014. Et dans ces 80 élevages bovins-lait, vous en avez 20 en conventionnel et 60 en... Alors, attendez, je recommence. Il y en avait 60 en conventionnel et 20 en bio. On est sur des échantillons quasi constants. C'est pour ça que c'est des données assez précieuses, puisqu'on a une certaine stabilité dans nos effectifs de fermes de référence. Je vais vous présenter les rendements fourragers qui sont enregistrés donc depuis 2014. Ça représente globalement plus de 30 000 hectares, donc c'est quand même des données qui sont au niveau de la masse de renseignements qui sont importantes et qui sont enregistrées dans un logiciel que l'on appelle Diapason, qui nous permet donc d'harmoniser les collectes de données et les extractions après les publications sous forme de coûts de production. Une fois que j'ai établi ces rendements, donc vous verrez que les écarts sont quand même significatifs entre les bio et les conventionnels. J'ai demandé aux étudiants de mesurer l'évolution depuis 2014. Et donc c'est là où j'ai vraiment pris une première frayeur, c'est de voir la chute du rendement. On en parlera tout à l'heure, ce qu'on appelle les changements corrigés en agriculture biologique qui ont fait un véritable plongeon de 20% en l'espace de 5 ans. On abordera après les répercussions économiques, humaines de cette baisse de chargement. C'est les extractions des données économiques qui m'ont permis de l'illustrer. Et après, en dernière partie, on partagera un temps d'échange sur justement quel levier on peut mettre en place chez les agriculteurs bio, notamment pour corriger le tir et en tout cas arrêter de diminuer. Voilà ce qui vous attend. Donc, je crois que le temps de questions est plutôt consacré sur la fin. Bon, en une demi-heure, je vous aurai présenté l'essentiel de ces diapos. Et donc, on peut se retrouver dans une demi-heure pour échanger. Alors, la base de données, vous l'avez ici en détail, comme je vous l'avais dit. Les rendements fourragers sont enregistrés, ce qu'on appelle par mode de récolte, donc les ensilages, les enrubanages, première, deuxième coupe. Est-ce que c'est déprimé, pas déprimé? Enfin voilà, on essaye de bien renseigner le logiciel Diapason. Et donc ces données sont après extraites par mode de récolte et puis par cycle aussi, première, deuxième cycle. Les principales zones, vous les avez ici. Alors, comme on est sur des exploitations en bovin-lait sur le Massif central, vous avez effectivement tout ce qui est coloré, vous avez différentes zones agro-pédoclimatiques. Les grands tirs groupés, les grandes régions de nos fermes de référence, c'est les monts du Lyonnais, la Loire, la Haute-Loire. On va retrouver après quasiment tous les départements de l'Auvergne. Et on fait une petite sortie en Lozère et en Aveyron. Donc voilà l'essentiel de la zone géographique qui est concernée, avec une assez grande homogénéité entre les bio et les conventionnels. Il n'y a pas de, comment vous dire, il n'y a pas de particularité des bio, ils se retrouvent dans ce territoire et les conventionnels se retrouvent dans le même territoire. Voilà les premiers résultats. Donc vous avez ici les rendements. Alors ça, c'est intéressant. Je dirais pour des collègues qui font des études de conversion, c'est toujours intéressant. On parle toujours du conventionnel et on regarde ce que ça donne en termes de perte de rendement. Donc vous avez les moyennes des premières coupes, moyennes des deuxièmes coupes, et après j'ai souhaité distinguer ce que j'appelle les premières coupes précoces des foins beaucoup plus tardifs, non déprimés. Et effectivement, vous voyez que tout ce qui est
rendement précoce, donc les ensilages et les enrubanages, on arrive à 30% d'écart sur une moyenne donc, de 2014 à 2021. Ça fait une moyenne de 8 ans. On est à 30% d'écart entre le bio et le conventionnel. Et dès qu'on est sur des cycles un peu plus naturels, entre guillemets, un peu plus tardifs, comme les foins première coupe, l'écart est limité à 18% sur cette longue période. Donc ces rendements que vous avez là, moi personnellement, je les intègre dans des études de conversion, sauf si l'agriculteur me dit, mais moi je suis dans un milieu très particulier, soit exceptionnellement favorable au rendement, soit à l'inverse, très défavorable au rendement. Mais si on n'a pas forcément ce genre d'échange avec l'éleveur, on peut prendre ces moyennes qui, comme je vous l'ai dit, représentent quand même des durées longues et une masse de données importante. Donc voilà, on verra en fin de présentation si ces rendements vous choquent. Mais enfin, moi, je les trouve tout à fait cohérents. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que sur les deuxièmes coupes, on a quasiment pas d'écart entre le bio et le conventionnel. D'autant que les agriculteurs bio ont tendance à avoir un peu plus de légumineuses dans leurs prairies. Et ces légumineuses s'expriment assez bien sur des coupes suivantes, sur des cycles, plutôt que sur des premières coupes précoces. Là, vous avez la même chose en culture fourragère. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle les rendements. Alors ça, sur la durée est plus longue. Bon, je vous ai mis quand même 2008-2021. Mais normalement, la durée, enfin, ça a remonté, voilà, 2008-2021, voilà, j'y suis. On est sur 14 ans de données cumulées. Donc les rendements, c'est un peu comme la première coupe, c'est les céréales, elles aiment bien le petit coup d'azote en sortie d'hiver ou au stade redressement. Et donc on a 30% d'écart entre le bio et le conventionnel sur ce qu'on appelle les céréales autoconsommées. Là aussi, les rendements, je les trouve assez cohérents avec ce que je peux observer sur les fermes. Le métail ensilé, on a très peu d'écart. Donc généralement, c'est des métails qui sont ensilés soit avant un maïs, soit directement en culture principale. Donc on a assez peu d'écart puisque la plupart des métails ensilés font appel à des légumineuses et les agriculteurs conventionnels, a priori, ne balancent pas d'azote au stade de talage. C'est pour ça qu'on a très peu d'écart. Et puis l'ensilage de maïs, l'écart n'est pas non plus si important que ça, contrairement à des idées reçues. Les rendements des maïs bio ne sont pas si catastrophiques que ça. Là, on est plutôt sur un aspect désherbant qui facilite la tâche des agriculteurs conventionnels. Mais ceux qui pratiquent le maïs en bio ont des rendements tout à fait, voilà, tout à fait corrects et pas ridicules du tout. Alors, les variations interannée, ça c'est intéressant. Ce que nous avons observé dans ces rendements, c'est les écarts sont beaucoup plus forts les années pluvieuses, comme 2014 et 2021. Vous voyez, sur les ensilages et les coupes précoces, on atteint des 40% d'écart entre le bio et le conventionnel. Les deuxièmes coupes, on est un peu plus, l'écart est un peu plus fort que la moyenne des 10 ans. Et les céréales, c'est exactement le même phénomène. Les années pluvieuses, les céréales d'automne conventionnelles sont beaucoup plus performantes, ou en tout cas creusent l'écart avec les bio. Et cet écart reste stable les années pluvieuses sur les foins première coupe. Donc, déduction en fonction de ce que je viens de vous dire, c'est généralement l'azote minéral qui peut être l'explication de ces écarts beaucoup plus forts en année pluvieuse, puisque l'engrais minéral va avoir un effet beaucoup plus démultiplié sur les années pluvieuses. Il va y avoir une relance pour la deuxième coupe, ce qui peut expliquer ces écarts beaucoup plus forts, alors que sur des foins première coupe, les agriculteurs conventionnels, par prudence, utilisent très peu ou pas d'engrais azotés pour éviter d'avoir des foins beaucoup trop mûrs au moment d'être en capacité de les sécher au sol. Voilà, donc des petites variantes interannées, mais ce qui montre qu'aussi, déjà, c'est un premier signe que les agriculteurs conventionnels vont pouvoir se refaire un niveau de stock beaucoup plus rapidement les années pluvieuses que les agriculteurs bio qui vont bien évidemment refaire un peu les stocks, mais de manière moins rapide. On verra la suite tout à l'heure, ça va se confirmer sur les diapos qui suivent. Alors, l'évolution des rendements, ça c'est intéressant parce que globalement,
les années 2015, 2016, 2017, 18, 19, 20. Donc en gros, on a 6 années qui sont des années particulièrement difficiles pour les agriculteurs, les éleveurs du Massif central. On est sur des années sèches. On est sur un cycle long. Sur les zones volcaniques d'altitude, on est sur en plus une problématique campagnole. Et moi, je m'attendais à avoir une baisse des rendements. Je me disais compliqué pour les agriculteurs d'arriver à maintenir les rendements. Et si vous regardez les tendances, il n'y a pas de tendance d'évolution négative, que ce soit chez les bio ou chez les conventionnels. On n'a aucune corrélation et aucune, enfin, pas de tendance sur des régressions linéaires de voir une évolution quelconque sur les rendements. Ça veut dire que là, en l'occurrence, vous avez des ensilages d'air première coupe. Les tendances sont relativement stables. Les agriculteurs arrivent à maintenir un niveau de production de leurs prairies à stock tout à fait satisfaisant. Alors, je vous ai mis simplement ici un petit décrochement des bio par rapport au conventionnel. On a eu des gelées tardives, c'était fin avril, on a eu une dizaine de jours avec des gelées sévères, d'ailleurs qui ont gelé la plupart des arbres fruitiers, des vignes, et qui ont calé la pousse des prairies, qui les ont scotchées là. Donc les bio, en fait, qui étaient beaucoup plus tardifs, ils ont eu leur ensilage d'herbe première coupe, qui ont été vraiment bloqués par les gels de printemps. Alors que les conventionnels, en mettant de l'azote, avaient déjà réussi à faire une production d'herbe suffisante avant le coup de gelée. Ce qui explique un petit peu vous voyez, ce décrochement en 2021. Enfin, moi, je l'explique comme ça. C'est l'effet des fortes gelées de printemps, parce que ça, c'est un autre paramètre du changement climatique. C'est la précocité de démarrage en végétation et des gels de printemps tardifs qui viennent arrêter la pousse de l'herbe. Si on regarde les autres modes de récolte, donc vous avez le foin, première coupe. Là aussi, il n'y a pas de tendance. Alors, c'est un diagramme un peu plus énervé, mais globalement, il n'y a pas de tendance de régression, de baisse de rendement. On est sur des rendements qui sont relativement stables. Et les foins et les enrubanages deuxième coupe, même topo, c'est relativement stable chez les uns et chez les autres. Il y aurait peut-être, mais là, vous voyez, le coefficient de régression n'est pas non plus fantastique. On aurait peut-être une petite tendance à la baisse chez les bio en termes d'enrubanage première coupe. Alors, moi, sur mes fermes de référence, j'en ai en bovin lait, j'en ai 5 et j'en ai 5 en bovin viande. J'aurais tendance à le croire parce que je vois des rendements première coupe en enrubanage qui me paraissent quand même assez faibles, avec des 2 tonnes 100, 2 tonnes 2 de rendement à l'hectare. Et je peux l'expliquer effectivement avec ces gelées de printemps qui ont tendance à couper un petit peu la pousse de l'herbe, et du coup les éleveurs, ils enrubanent peut-être un peu plus tôt que prévu parce que de toute façon, l'herbe ne va pas continuer à pousser, ce qui pourrait expliquer cette petite tendance, mais voilà. On n'est pas encore sur des coefs suffisants pour l'affirmer. Alors l'évolution maintenant, on va regarder l'évolution des surfaces et des pratiques fourragères entre les bio et les conventionnels. Alors là, la tendance à l'agrandissement, elle est vraie chez les uns et chez les autres. Vous avez ici, donc à échantillon constant, vous avez les surfaces en conventionnel, vous voyez, on passe de 90 à une centaine d'hectares en l'espace de 5 ans. Les bio, c'est un peu moins vrai, mais on a quand même un coef de corrélation qui est assez suffisant pour l'affirmer. Donc là aussi, chez les bio, on a une tendance à l'agrandissement. Diapo suivante, vous avez les nombres du GB. Alors là, on est sur une très grande stabilité chez les uns et chez les autres. Vous voyez que les éleveurs, que ce soit bio ou conventionnel, ont maintenu globalement leur effectif. Donc si on regarde la diapo, d'un côté, on s'agrandit, d'un côté, on maintient les effectifs, donc le chargement UGB apparent, normalement, il doit baisser. Et ça, c'est fortement vérifié et fortement corrélé. Vous avez les agriculteurs conventionnels qui sont passés de 1,23 à 1,11 de chargement en l'espace donc de 6 ans. Et vous avez les agriculteurs bio qui sont passés de 1,05 à 0,93. Donc chargement apparent, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple, on prend les UGB, on les divise par les hectares de surface fourragère et on obtient un chargement apparent.
Là où ça devient plus grave, c'est ce qu'on appelle le chargement corrigé. C'est la diapo qui suit. Alors, le chargement corrigé, on prend les mêmes et on soustrait tout ce qui est achat de fourrage et mise en pension des animaux, c'est-à-dire tout ce qui va doper un tout petit peu le chargement apparent. Et là, ça commence à faire mal. Vous avez les agriculteurs globalement conventionnels, le chargement corrigé est globalement le même que le chargement apparent. Ça veut dire que les agriculteurs conventionnels ont acheté quasiment pas, très peu de fourrage ou n'ont pas compensé par des pensions. Et les agriculteurs bio, par contre, c'est l'inverse. Ils ont baissé non seulement le chargement apparent, mais le chargement corrigé a fait un véritable plongeon de 20%. On est passé de 1 UGB en 2016 à 0,82 en 2020. Donc, à l'espace de 5 ans, les agriculteurs bio, les éleveurs laitiers bio ont perdu 20% de leur potentiel animal, potentiel de production. Donc, c'est assez vertigineux, alors que les conventionnels ont simplement baissé de 8%. Donc, on l'a vu précédemment, des rendements fourragers quand même qui sont beaucoup plus costauds, des périodes pluvieuses qui permettent aux agriculteurs conventionnels de refaire des stocks d'avance pour les années difficiles, alors que les agriculteurs bio sont beaucoup plus liés à l'effet climatique de l'année pour se refaire une santé. Alors, là, c'est un peu long cette diapo, mais je vous la livre. C'est vraiment une équation, que j'ai appelé ça une équation agronomique, c'est pour essayer de trouver le responsable. D'un côté, si vous avez des rendements fourragers, des parcelles à stock qui sont stables, si vous avez des effectifs d'animaux qui sont stables, c'est du côté de la performance des pâtures qu'il faut chercher. Et effectivement, ce qu'on peut observer, c'est des redistributions de fourrage dans les zones de demi-montagne, notamment en été, qui n'étaient pas du tout des pratiques habituelles. On a des zones d'estive qui ont blanchi, hein. Je pense tout ce qui est césalier, c'est des zones d'estive qui ont connu des sécheresses, des dégâts de campagnol, avec donc des redistributions de fourrage en plein été, des descentes d'animaux dans zones d'estive beaucoup plus précoces, etc., etc. Donc en fait, ce qui peut expliquer la différence, c'est pas tellement le niveau de stock fourrager qui est mis en grange, puisqu'il est à peu près stable, mais c'est plutôt les besoins des animaux, avec des arrêts de végétation beaucoup plus longs, notamment en été. On le voit encore cette année, des reprises de végétation qui se font attendre, avec des distributions qui ont commencé, on va dire début août, dans nos départements, et qui malheureusement n'ont pas, surtout pour les éleveurs laitiers, qui se poursuivent encore actuellement, parce que le niveau de production à la pâture n'est pas suffisant. Donc on a des périodes de redistribution de fourrage qui sont beaucoup plus longues. Donc ça explique cette baisse de chargement corrigé, non pas pour des niveaux de rendement fourrager de parcelles, mais plutôt pour des volumes de stock à redistribuer qui sont beaucoup plus importants. Là, vous avez ici dans cette diapo les achats de fourrage donc sur les 20 fermes, vous voyez, sur les 20 élevages laitiers. Donc depuis 2016, il y a des achats de fourrage en moyenne. Et en 2019, en moyenne, c'est quand même monté à 9 000 € sur les 20 exploitations laitières bio, avec une redescente en 2021. Et 2021 étant une année favorable, bon, là, il y a eu un petit peu de stock qui s'est refait. 2023, heureusement, a été une très bonne année aussi. Donc voilà, on est peut-être sorti momentanément de cette spirale voilà, vertigineuse. Alors, cette chute de rendement de 20%, alors déjà, moi, tous ceux qui sont près des éleveurs laitiers et des éleveurs tout court le savent. Les éleveurs sont sortis de cette période-là de 5 ans ou 6 ans de sécheresse continue, de gel, de dégâts de campagnol, tout ce qu'on peut imaginer de pire, avec le moral dans les chaussettes et avec une inquiétude forte. On peut même rajouter maintenant le niveau d'autonomie en eau, d'abreuvement, puisque voilà, de nombreux éleveurs sont obligés de se raccorder au réseau d'eau collectif, voire dans le pire des cas, d'être approvisionnés avec des citernes. Donc c'est encore une inquiétude supplémentaire. Et donc les éleveurs, le premier réflexe, soit c'est de s'agrandir pour essayer de sécuriser, soit c'est carrément de baisser soit les livraisons de lait, d'arrêter la production laitière. Donc je vous l'ai mis, moi, puisque je connais les chiffres du département du Cantal,
Dans ces périodes 2014-2023, on a perdu 20% de livraison de lait. Alors, ce n'est pas que bio, c'est l'ensemble des éleveurs laitiers. Et ce qui est vrai dans le département est vrai au niveau français, puisqu'il y a une perte de, voilà, de livraison, de livreurs, de producteurs, qui est régulière. Deuxième conséquence, c'est, on l'a vu tout à l'heure, jusqu'à 9 000 € d'achat de fourrage. Alors, une des conséquences aussi, c'est, moi, je m'attendais à avoir des baisses de livraison de lait chez les éleveurs de lait bio. Et là, vous avez ici le comportement des, bon, donc des vins producteurs de lait bio. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est alors, la moyenne, il ne faut pas que je me plante, je crois que c'est la croix ou c'est le... Non, c'est la barre. La croix, c'est la médiane. Alors, si on regarde ici, si on regarde l'évolution, je vais faire la moyenne, allez. Si on regarde l'évolution de la moyenne, globalement, ça n'a pas bougé. On est aux alentours de 300 000 litres de lait, plus ou moins. Mais globalement, les éleveurs ont maintenu, dans l'échantillonnage, ont maintenu la production laitière. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de voir que ce qu'on appelle les quartiles, en gros 75% des producteurs laitiers se retrouvaient dans un petit carré en 2016. Ce qui est intéressant de voir, c'est ces quartiles se sont largement écartés et vous avez des stratégies complètement différentes. Vous avez des gens qui ont continué à maintenir le lait, voire le développer. Alors, je vais dénoncer personne, mais c'est plutôt les éleveurs laitiers des monts du Lyonnais, de la Loire, qui arrivent à s'approvisionner avec du maïs épi, qui ont des densités de ration, qui ont maintenu une bonne génétique, qui ont des coûts d'appro assez bas. Alors, eux maintiennent le lait, voire le développent. Et puis, vous avez dans le bas, moi, je retrouve tous mes éleveurs laitiers du département qui arrêtent de lutter, qui considèrent que ils produisent le lait qu'ils doivent produire en fonction des fourrages, qui ont des stratégies de concentré. Moi, la plupart des éleveurs laitiers sont à moins de 100 grammes de concentré par litre. Ils refusent de distribuer du concentré à 600 € les 1000 litres. Donc, en fait, ils suivent l'effet année. Et alors, une des adaptations à des éleveurs laitiers, comme il faut quand même qu'ils fassent bouillir la marmite, c'est de dire, bon, mais le lait, ça devient de plus en plus compliqué. Le métier d'éleveur, c'est un peu décourageant dans ces années de sécheresse. Donc, en fait, moi, tous les éleveurs laitiers du réseau que j'ai en suivi ont tous diversifié. J'en ai un qui fait semoir, enfin, il a acheté un semoir direct, donc il fait des travaux agricoles. Il a une enrubanneuse, il va enrubanner pour des copains. J'en ai un qui fait de la farine, qui s'est diversifié pour faire de la farine bio en sac. Donc, après, je vous ai mis du tourisme, des gîtes ruraux, du photovoltaïque, etc. Et en fait, il considère que la part du lait maintenant, elle va suivre le potentiel agronomique et le potentiel de l'année, mais ils vont arrêter comment dire, de complémenter les vaches pour essayer de dire il faut que je fasse mon volume à tout prix. Et puis vous avez l'autre stratégie qui est la stratégie, comme je vous l'ai dit, plutôt une partie de la Haute-Loire, une bonne partie de la Loire et des Monts du Lyonnais qui sont beaucoup plus punchy en termes de production, qui ont des coûts de production un peu plus faibles et qui maintiennent un niveau de lait. Alors, sur le plan économique, je ne vous l'ai pas forcément mis là, mais la stratégie, pour l'instant, la plus payante était quand même de maintenir un lait par vache élevé et un volume de lait important, même si c'était à coup de concentré. Et voilà, c'est des stratégies qui, pour l'instant, étaient gagnantes. Je ne sais pas si ça va continuer comme ça avec la hausse des coûts de production. Et puis un prix du lait bio qui est quand même au ras des pâquerettes. Mais enfin, en attendant, dans ces années-là, ce qui était gagnant, c'était de produire du lait. Alors justement, prix du lait, quand tous les malheurs n'arrivent pas seuls, donc voilà encore un vol en escadrille, comme dirait Jacques Chirac. Les emmerdes ne volent jamais seuls. Donc vous voyez, le prix du lait qui s'est mis à baisser avec la crise du lait bio, la crise de la consommation. Et encore 2021, on était simplement dans les prémices. Puisque là, le prix du lait, alors, il n'est pas descendu forcément plus bas, mais entre entreprises, on a eu des écarts considérables entre notamment Biolay et puis Sodial, et puis d'autres valeurs ajoutées comme des transformations
en fromage AOP bio qui sont beaucoup plus rémunératrices. Enfin voilà, donc déjà, vous voyez, un prix du lait, donc d'un côté, on a des coûts de production en hausse et d'un autre côté, on a un prix du lait en baisse. Le revenu disponible, vous le voyez, vous comprenez que les éleveurs ont quand même du mal à garder le moral, puisque vous avez le revenu disponible par unité de main-d'œuvre d'exploitant, avec malheureusement une régression qui indique qu'on a bien une baisse. Bon, il n'y a pas besoin de le mettre, mais enfin au moins c'est confirmé. Alors là, 2021, c'est la chute. 2022, on n'a pas encore bien évidemment les résultats puisqu'on est en train de les faire remonter. Moi, le peu que j'ai vu sur les diapasons que j'ai fait remonter, c'est mieux que 2021. C'est-à-dire que déjà, il n'y a pas les achats de fourrage. Donc, il y a déjà, on va dire globalement, à la louche, il y a 9 000 € déjà d'économie d'achat de fourrage. Même si le prix du lait n'a pas été très rémunérateur, même si l'aliment bio a augmenté, moi, sur les fermes de référence qui utilisent très peu d'aliments, voilà, ils ont eu une année 2022 qui est quand même un peu meilleure. Et on peut penser que 2023 le sera tout autant, avec une belle production à la pâture et puis des stocks. Voilà, et puis si on le traduit dans la loi Egalim 2 en rémunération de SMIC par unité de main-d'œuvre, on voit que ça se tenait à peu près jusqu'en 2020, puis on voit que 2021, ça prend une claque. Je vais quand même nuancer cette baisse qui est quand même très forte. Il nous manque 3 diapasons ici, c'est-à-dire que là, on est à échantillon constant. Et là, on a eu 3 diapasons qui ne sont pas remontés à temps et qui peuvent expliquer, surtout que c'est des diapasons de l'Outlaw, entre autres, qui pourraient expliquer, comme ils avaient quand même des résultats assez corrects, qu'on pourrait peut-être remonter un tout petit peu, on serait peut-être à 1 SMIC, un truc comme ça. Voilà. Donc il y a une baisse sévère, un peu plus renforcée par un problème d'échantillon constant, mais il y a quand même une sacrée chute. Et on comprend qu'à ce régime-là, les éleveurs ne peuvent pas continuer à faire le boulot qu'ils font en élevage laitier sans qu'il y ait des réactions. Alors les réactions, elles sont simples, hein, j'ai des éleveurs qui ont arrêté, les éleveurs sont repartis en conventionnel en AOP Cantal, qui paye, qui est plus rémunérateur que le lait bio. J'ai une partie des producteurs qui sont passés en AOP Cantal lait bio. Ils sont passés de 420 € à 600 € les 1000 litres de rémunération aux 1000 litres. On comprend qu'ils soient partis. Et puis voilà, après on a des cessations d'activités laitières, des basculements vers la production de vaches allaitantes. Mais on comprend que c'est pas durable. On ne peut pas tenir une filière laitière bio avec des rémunérations de ce niveau-là. Voilà, j'en ai fini sur cette partie données, chiffres. Je vais simplement vous dire que tout n'est pas perdu, notamment en agronomie. Tout ça pour vous dire que moi, je vois des prairies encore dans le pays. Alors, quand je vous parle d'optimiser la fertilité du sol, je pense qu'il faut changer un peu de vision et de paradigme qu'on a sur les prairies. Jusqu'à présent, les prairies, ça poussait tout seul. Je vous dis jusqu'à présent, jusque dans les années 2011-2012, les prairies, on était dans le Massif central, c'était du pain béni. Il pleuvait régulièrement, ça poussait tout seul, ça repoussait, etc. Voilà. Depuis 10 ans, je pense qu'on est sur des phases beaucoup plus compliquées pour les prairies. Et je pense que malheureusement, les éleveurs n'ont pas forcément un regard encore suffisamment bienveillant sur leurs prairies. Et ça, je pense on a de nombreux leviers pour redresser le tir. Les premiers leviers que je vois, il y a quelque chose qui me marque fortement, c'est de trouver encore des prairies avec des pH à 5, de la toxicité aluminique plein pot, des agrostis stolonifères qui sont dominants et qui vous font des rendements à 2 tonnes de matière sèche. Et donc là, on a un levier très facile, c'est de redresser l'état calcique, d'être un peu bienveillant avec sa prairie. La gestion des engrais de ferme, là aussi, on a en bio, comme on utilise très peu d'engrais ou pas du tout d'engrais achetés, il faut absolument préserver la ressource en engrais organiques. Donc là, je ne vais pas faire plus long, mais on a la possibilité d'ajouter des ferments, de mettre des bâches sur les tas de fumier quand ils sont dehors, pour vraiment que chaque unité qui soit produite par les animaux soit restituée au sol.
La gestion du pâturage est super importante. Là aussi, on a des pratiques où on fait racler les prairies jusqu'au bout du bout. Bah, il se trouve qu'avec des périodes longues comme on a en ce moment, des périodes de sécheresse et de canicule, puisque la canicule a un impact aussi sur les prairies, il faut absolument laisser des hauteurs d'herbe sorties suffisantes en début d'été pour avoir, garder les pieds, en état de fonctionnement à la reprise. Voilà. Donc tout ça, bah, je vous les ai listés un peu comme ça, je ne vais pas faire long, parce que je veux surtout qu'on discute ensemble. Mais là aussi, dans les pratiques de pâturage, on a énormément à gagner sur la préservation des prairies pour qu'elles ne soient pas à refaire au bout d'un an ou deux. Après, vous avez maintenir la flore des prairies, donc là, c'est pareil, hein, c'est dès qu'on commence à avoir des baisses de prairies, soit après des dégâts de campagnol ou des sécheresses longues, on a la possibilité avec des semoirs voilà, d'aller rebalancer quelques graines d'espèces prairiales productives pour maintenir des prairies toujours en état. Et puis d'avoir des prairies toujours, comme je l'ai mis en conclusion, être en capacité de sortir les animaux en toute saison, surtout des éleveurs laitiers, avec des animaux quand même assez dociles, avec des prairies autour de la Stabu. Il faut être prêt à sortir des animaux en décembre, en janvier. Il n'y a plus de limite maintenant, à mon avis, pour aller chercher l'herbe quand elle voudra pousser. Tout ça, en fait, tous ces leviers, c'est pour pallier, comme je vous l'ai mis tout à l'heure, à la baisse de performance des pâtures. C'est être en capacité de faire pâturer beaucoup plus longtemps, d'être beaucoup plus réactif sur les pâtures et d'avoir des pâtures en bon état et non pas des pâtures qui sont la dernière roue du carrosse de l'exploitation en disant, ben voilà, comme c'est des pâtures, je m'en occupe pas. Je m'occupe que des parcelles à stock et le reste, je laisse faire la nature. Il faut être beaucoup plus offensif sur cette partie-là. Et il y a énormément de gains, à mon avis, pour les éleveurs d'aller récupérer et d'être beaucoup plus exigeants sur la gestion des pâtures. Voilà ce que je voulais vous dire en fonction des données donc des fermes diapason et sur cette conclusion. Maintenant, la parole est à vous et si vous voulez en savoir plus, sur toutes nos productions au niveau pôle biomassif, vous pourrez cliquer sur ce lien. Merci de votre attention. Merci beaucoup Vincent. Et du coup, sur la page web de Bioréférence, vous trouverez effectivement des synthèses de ce que tu viens de nous présenter, notamment sur les rendements 2008-2021 et 2014-2021. Pour les prochains rendez-vous, on y reviendra après. Donc, il y a une première question sur le chat d'Anne Egelin, pardon, de la Frabera, en lien, sur les années pluvieuses, sur ce que tu as présenté pour les années pluvieuses et le fait que la différence entre bio et non bio était amplifiée. Anne aurait voulu que tu précises ce que tu entendais dans ces cas-là par année pluvieuse. Est-ce que c'est le nombre de millimètres sur l'année ou est-ce que c'est pluvieuse sur certaines périodes Est-ce que c'est la moyenne sur l'année ou le rythme des précipitations qui a joué un rôle aussi sur ces différences de rendement Alors, en l'occurrence, sur 2014, c'était carrément un excédent. Alors, il y avait sûrement de la répartition, parce que 2014, il a plu tout le temps. Il a plu tout l'été, il a plu au printemps. Rien que pour le département du Cantal, je ne veux pas dire d'ânerie, hein, je vous parle de mémoire, mais je crois qu'on est à 40% d'excédent sur une pluviométrie. Si je vous prends le bassin d'Aurillac, on est sur du 1100 mm d'eau. On était sur du 1400. Voilà, on était sur des excédents vraiment forts. Et donc, il y avait à la fois de l'excédent sur l'année. Alors, c'est toujours pareil, hein, une prairie ne connaît pas ni le 1er janvier ni le 31 décembre. Hein, donc, on prend une année civile. Alors, ça veut. Vous voyez, il faudrait qu'on raisonne sur un cycle de prairie. Mais globalement, voilà, il y avait les deux, ma chère Anne, il y avait de la répartition qui était bien fichue et un excédent d'eau, il y avait les deux. Pour vous rappeler, et 2021, si vous vous souvenez aussi, pareil, a été pluvieux, a été heureux, enfin, il a plu très régulièrement en 2021. Et je pense qu'un excédent, faudrait que je regarde un peu plus finement. Je suis peut-être moins sûr de moi en 2021 que 2014. Je suis pas sûr qu'on soit un excédent, notamment en hiver. On a été peut-être hiver, début de printemps, c'était peut-être un peu sec, puis après ça s'est mis à pleuvoir tout le temps, quoi. Ok. Et du coup, Anne avait aussi une remarque sur les évolutions de chargement en disant que ce serait intéressant de suivre ces évolutions aussi à partir de maintenant, donc à partir de 2023, avec les changements de régime PAC, notamment sur le mode de paiement des aides couplées animales. Donc voilà, étude très intéressante et à poursuivre. Bon,
Comme Ouais. toujours, les références, vu l'évolution des contextes, sont toujours intéressantes à étudier de près. On avait aussi une question de Catherine Venino, donc sur la baisse de rendement au pâturage en deuxième coupe. Donc il y a une baisse de rendement au pâturage en deuxième coupe qui intervient. Est-ce que cela veut dire que les prairies bio résistent moins à la sécheresse ou aux aléas divers que les conventionnelles? Et du coup, elle se demande si c'est pas forcément l'azote qui est limitant, mais plutôt le pourcentage de matière organique du sol ou des espèces de prairies différentes entre les bio et les conventionnelles. Alors, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez éclaircir la question, parce que à l'écrit, c'est pas toujours évident. Alors, Voilà. j'imagine que c'est alors pâturage, ça doit être parce que en fait, on n'enregistre pas des pâturages de deuxième coupe, donc c'est les foins, enfin c'est les récoltes deuxième coupe, si j'ai bien compris, qui sont en baisse. Alors, ouais, j'ai pas trop compris en fait. Ouais. Attends, je vais le retrouver moi de mon côté. On vous entend de très loin. Non. On vous entend, mais c'est vraiment loin. Est-ce que c'est assez fort pour toi, Vincent? Non, j'avoue. Alors par contre, ce que je peux faire, c'est je vais le repartager. Je vais le repartager. Il est où cette bête? Parce que le rendement, oui, pâturage de deuxième coupe. En gros, si je comprends bien la question, est-ce Non, que... parce que je vais essayer de parler Voilà. fort dans mon casque. Là, c'est bon, oui. Merci. Ouais. Non, ma question, c'est que, en fait, moi, j'étais quand même étonnée sur le fait qu'il n'y ait pas de baisse de rendement sur les premières coupes, enfin sur les récoltes, quoi. Et que le chargement corrigé, par contre, baissait fortement. En fait, voilà, que la prairie, elle était capable de produire globalement plutôt pour les premières coupes, et qu'après c'était plutôt pâturage, parce que tu disais qu'il fallait il y avait beaucoup plus d'affouragement au pâturage qu'avant, quoi. Donc voilà, ça m'étonnait un peu de savoir qu'est-ce qui pouvait faire que la prairie était limitante pour produire plus à un moment qu'à un autre, en fait. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Donc c'est sa résistance à la sécheresse, finalement, puisque les aléas, c'est essentiellement ça. Ouais, non, en fait, c'est pas tout à fait ça. Enfin, moi, ce que je voulais exprimer, c'était de dire que les rendements, globalement, des parcelles fauchées, des parcelles à stock, qu'elles soient en première ou en deuxième cycle, parce qu'après, j'enregistre pas, moi, les troisième et quatrième coupes, parce qu'il y en a des fois, mais il n'y a pas assez d'hectares pour que ça soit significatif. Les parcelles à stock, globalement, n'ont pas baissé. Mmh. Jusque-là, tu me suis? Ouais, je te suis. Et les parcelles à stock, pour toi, c'est plutôt les prairies temporaires, ou ça peut être aussi des prairies permanentes avec Pas des forcément, premières parce coupes? que ouais, dans le diapason, on n'a pas la Mmh. possibilité de trier ce qui est prairie naturelle, prairie temporaire. Donc en fait, nous, on enregistre des cycles et des modes de récolte. Mais globalement, moi, je m'attendais à une baisse. J'avais l'impression, moi, que plus je saisissais mes données de rendement, j'ai l'impression que ça baissait. Voilà. J'en étais même persuadé. Et le travail des étudiants m'a permis de prendre conscience que non, les éleveurs, en fait, arrivent à maintenir des niveaux de rendement tout à fait corrects depuis 8 ans, malgré des sécheresses. Pour moi, je l'explique d'une part, parce que pour l'instant, on n'a pas eu de sécheresse de printemps, comme en 2003 ou même plus sévère en 2011 aussi, enfin, qui ont été très sévères. Ce qui fait que les récoltes, quand même, sont garanties. Voilà, au moins pour la première coupe, les éleveurs arrivent à maintenir un niveau de rendement tout à fait correct. Et puis je pense encore une fois, que les éleveurs soignent particulièrement leurs prairies récoltées. Ils mettent le fumier, le lisier, les amendements calcaires, enfin ils les bichonnent, quoi. Et ce qui leur permet de maintenir quand même un niveau de rendement tout à fait correct. Mmh. Et là où j'en viens entre guillemets, à incriminer la gestion de la pâture, c'est que puisque les rendements sont corrects, les surfaces ont même légèrement augmenté et les animaux sont constants, je me dis si jamais, si le chargement corrigé baisse, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une redistribution de ce fourrage récolté. Puisque les éleveurs n'arrivent pas à tenir, pardon, n'arrivent pas à tenir, enfin ils ont baissé de 20% de leur chargement. Ça veut dire que à récolte constante, il a fallu qu'ils en redistribuent plus. Et moi, c'est ce que j'observe, hein. J'observe des ruptures de pâturage maintenant qui sont
Dans le Massif central, on connaissait parfois, dans le sud Massif central, on connaissait 1 mois de rupture de pâturage. Et là, on est sur des périodes, des fois, de 2-3 mois. Des éleveurs laitiers, ils redistribuent à partir de mi-juillet jusqu'à, voilà, au mieux début octobre. Et je pense que c'est ces périodes beaucoup plus longues. Et là où je suis d'accord, là où le changement climatique fait vraiment son effet, c'est qu'à partir de la mi-juin, on commence à voir maintenant des épisodes de canicule, des épisodes très, très longs. On est sur voilà, des périodes très longues sans eau, sans orage, et ça, pour une prairie, si elle a pas d'eau toutes les 3 semaines, elle se met en repos, quoi, elle se met en attente. Et parfois, elle redémarre très mal. C'est là où je veux en venir dans mes conseils agronomiques, c'est que si les éleveurs sont pas un minimum bienveillants avec leurs prairies, s'ils font comme ils faisaient il y a 10 ans, c'est ce qui se passe malheureusement, bah, ils commencent à avoir des prairies qui fatiguent, qui ont du mal à se régénérer, qui commencent à perdre du pied, qui se salissent. On a beaucoup de salissement. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais alerter, en discuter avec vous, mais à mon avis, il y a à faire sur les pâtures. Je ne sais pas si c'est Oui, plus clair ce que je te dis? Oui, oui, si, si, c'est plus clair. d'ailleurs, si je peux me permettre à ce niveau-là pour relayer ce que dit Vincent, Fabrice, la Bio Nouvelle-Aquitaine, et un peu ce que je reproche dans Diapason, j'en fais aussi pour Bioref, c'est que l'entrée pâturage est négligée. On ne met pas le pâturage en avant, on a une approche stock, et après on parle du pâturage. Et c'est, à mon avis, une erreur. Activons le levier pâturage en premier et on verra après les stocks. Parce qu'on s'aperçoit que plus on pâture bien, ben, moins on a besoin de stock. Et la clé, il n'y a pas 50 leviers, il y en a un seul. Et Diapason, à mon avis, n'est pas plus d'actualité à ce niveau-là. Il y a une entrée stock qui est regrettable. D'ailleurs, Vincent, on parle du chargement corrigé, certes, spontané, mais le chargement spontané n'est pas évoqué. Est-ce que les pratiques de pâturage sont bonnes? Est-ce qu'on a 200 UGB à l'hectare pendant une journée? Avec comment les gars pâturent, à quelle hauteur ils rentrent, à quelle hauteur ils sortent. Il est là le point de progrès, on va dire. Ouais, tout à fait, Fabrice, je te rejoins. Après, Diapason, c'est un logiciel d'enregistrement, hein, c'est pas un logiciel de conseil, c'est un logiciel voilà, notamment de recueil de données, avec une finalité quand même économique, derrière. On fait quand même surtout de la donnée, économique, et donc en fait, il est pas forcément fait pour ça, quoi. Et puis pour finir, bon, déjà, on passe pas mal de temps à collecter des données, moi, ça me forcerait d'aller récupérer, des données de pâturage quand même, parce que c'est quand même, fastidieux. Déjà, les éleveurs le font pas toujours, Mmh. et s'il faut qu'on passe derrière pour, récupérer un carnet qui est tombé dans la machine à laver, pour essayer Ah, de je voir sais, je connais, hein. Ouais, 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 ouais. bon, Hem, et puis j'ai envie de dire, à quoi bon? Après, par contre, là où on a un rôle à jouer, où on change de casquette, où on devient conseiller, c'est effectivement, je te rejoins, c'est de dire l'importance du pâturage en termes, voilà, techniques, économiques, et là, on a des choses à dire. oui, à travers même j'ai 2 GI2E Cap Flore et je suis intransigeant avec les éleveurs. Je passe, je dis: «Attends, tu dois mettre tes vaches, tu dois mettre tes vaches». Après, je repasse à la parcelle, je dis: «Attends, il faut que tu enlèves tes vaches». Il me dit: «Ouais, mais il y a encore de l'herbe». Je dis: «Non, il y a plus d'herbe, 7 centimètres, ce n'est plus de l'herbe». Les gars, en 80 ils ont tout à apprendre et il faut les tanner un petit peu et dans le Mmh. GI2E, ils jouent le jeu, ils ont signé pour ça et on progresse, mais punaise, qu'est-ce que c'est lent et long. On n'a pas de pratique de culture du pâturage en France et c'est très dommage et tous ceux qui le font, moi j'ai des éleveurs laits en Cap Flore, ben, cette année, ça fait 2 ans qu'ils n'ont plus de rupture de pâturage parce Mmh. que, ben, ils font différemment et ça, c'est génial de voir ça. Après, dans ton contexte, c'est peut-être plus raide, hein, les fameux campagnols, j'avoue que mais moi, je vois une marge de progrès, mais c'est long, j'entends bien, mais il y a qu'un levier. C'est voilà quoi, on en est toujours là, quoi. Mmh. Ça répond un peu à une question de Thierry Turlan, sur justement la bonne gestion des prairies et des pâturages par les éleveurs. Est-ce qu'ils ont conscience qu'il faudrait mieux gérer ces prairies et le pâturage? Et donc la question de Thierry derrière ça, c'est aussi de savoir s'il faudrait faire ou repasser par des étapes de formation. Et est-ce que c'est un enjeu qui est priorisé par les chambres d'agriculteurs, les groupements bio, voire les laiteries au niveau du conseil? Et si c'est pas le cas, comment est-ce qu'on peut, essayer de reprioriser cette question du pâturage et de gestion des prairies, pour les éleveurs? Il y a du boulot quand même. Mmh. Mmh. Mmh.
Bah, si je peux me permettre, il y a du boulot parce que les chambres, vous avez vu le truc AP3C, SIDAM là, qu'est-ce qui va se passer bientôt? On parle pas de pâturage, on parle de fauche et puis alors il y a une fiche qui m'a mis vraiment je me suis évanoui en disant: «Bah, c'est bien, on va pouvoir faire du maïs sur le plateau de 1000 vaches, avec les unités thermiques qui augmentent». J'ai dit: «On se trompe». Il faut pas dire ça aux gars. Si on veut les emmener sur le pâturage, faut pas leur dire: «Bah, chouette, moi j'ai la fiche sous les yeux. On va pouvoir faire du maïs sur le plateau de 1000 vaches ou en Creuse». Enfin, voilà, petite remarque en passant, on a du travail. OK, merci. Je m'excuse, Heu, quoi. Pas de souci, non, non, on est là pour ça. Je passe la parole Voilà, à c'est Julie et tout. puis après je reviendrai sur les quelques questions sur le chat, mais ma collègue Julie Grenier avait, des petites questions aussi. Oui, oui, j'ai une petite question, Vincent. Enfin, du coup, les parcelles pâturées, enfin, ça touche aussi bien les bio que les conventionnels. Du coup, moi, il y a quelque chose que je comprends pas. Enfin, parce qu'il n'y a que le chargement corrigé des bio qui diminue fortement. Celui des conventionnels, il reste à peu près, enfin, ça dit baissé, mais de 8% seulement. Et alors qu'eux, ils ont les mêmes impacts au niveau pâture, tu vois. Et du coup, est-ce qu'ils ont du coup tellement, enfin, pas mal de stock chez eux qui permet, enfin, je sais pas, ouais, là, il y a un truc, je capte pas. Ouais. Les différences bio et conventionnelles, ici, elles devraient, enfin, tout le monde est impacté, enfin, ces prairies-là. Ou alors, est-ce qu'ils les bichonnent un peu plus, ou ils ont des Alors, pratiques de gestion du pâturage? ouais, Julie, effectivement, l'écart, tu l'as dit en partie toi-même, hein, c'est lié au niveau de stock. Les conventionnels ont des sécurités en stock beaucoup plus fortes. C'est-à-dire que d'une part, l'écart de rendement, on l'a vu sur les fauches précoces, il est quand même de 30%. Donc, quand un agriculteur conventionnel récolte, fait un enrubanage ou un ensilage, il est à 4 tonnes et demie, et puis le bio, il est à 3 tonnes, quoi, en gros. Donc forcément, vous multipliez par le nombre d'hectares, ben, de suite, ça fait 1 silo d'avance, ça fait 100 tonnes de foin d'avance, ça fait voilà, ça fait toujours cette avance qui est liée ben, aux pratiques essentiellement d'azote minéral. Et puis effectivement, sur les maïs, c'est surtout la facilité de désherbage. J'ai des bios qui arrêtent le maïs parce que ça devient très compliqué le désherbage mécanique. Mais sinon, après, en termes de rendement, en fait, la différence du changement corrigé, Julie, c'est ça, hein, c'est que les éleveurs conventionnels, ils ont des avances en stock qui leur permettent de passer des années beaucoup plus difficiles. Ils ont toujours un peu plus d'avance et ils se refont beaucoup plus rapidement après. Voilà, et donc c'est pour ça que je pense qu'ils sont même beaucoup plus mauvais en pâturage que les bio. Mais voilà, Ouais. bon, après, en termes de coûts de production, je pense qu'ils sont un peu plus élevés sur cette partie-là. Mais après, ils ont quand même, voilà, cette sécurité de stock que n'ont pas les éleveurs bio. Mais encore une fois, la période d'analyse, enfin, moi, je l'ai volontairement resserré entre 2014 et 2021 pour encadrer 5-6 années particulièrement difficiles pour Massif Central. Parce que je voulais voir quand même. J'avais possibilité de remonter un peu plus en amont, tout vous dire, mais j'ai voulu encadrer la période difficile parce que c'est ce qui nous attend, enfin nous et surtout les éleveurs en termes de changement climatique. Ils vont avoir des fois des vagues de 4-5 années, de grosses années, et il faut voir qu'est-ce que ça génère. Et je vous dis, ce que j'appréhende le plus, moi, c'est la sécheresse de printemps, et qui va nous arriver, hein. Je ne veux pas être prédicateur, mais celle-là, elle est terrible. C'est 2003, tu sais, en juin, tu as la moitié de la grange et les animaux, ils ont plus rien à bouffer. Voilà, c'est ça 2003. C'est, tu fais venir des raves de maïs d'Espagne et tu mets un peu de mélasse et ça, on va l'avoir et ça, enfin, c'est terrible, quoi. Tant qu'on est sur des sécheresses un petit peu d'été, j'ai envie de dire, les systèmes herbagés, bon, on fait le dos S'adapte. rond, mais alors la sécheresse de printemps, un système herbagé, c'est la cata, quoi. OK. J'avais 2 questions de Caroline Tostin, donc je les prends dans le sens inverse parce que là, ça peut faire le lien aussi avec ce que tu viens de dire. Tu disais que du coup, il fallait pas hésiter à éventuellement pâturer en décembre, en janvier et du coup, elle se posait la question, quid du besoin du repos des prairies en hiver? Est-ce qu'il en faut toujours? Comment on s'adapte aussi à ça au retour sur les prairies? Alors là, du coup, j'aimerais bien entendre Caroline sur le sujet parce que moi, j'ai pas forcément d'idée.
je ne me suis pas trop mis à la place de la prairie. Je me suis surtout mis à la place de l'éleveur qui peut aller choper un peu d'UF, un peu de vitamine D dehors. Ouais, c'était ça dans l'idée. Mais Caroline, si tu as par contre des éléments sur le repos nécessaire d'une prairie, je veux bien enfin, t'entendre, ou s'il y a un élément à prendre en compte, j'aimerais bien le savoir. Parce que j'aurais tendance à être un peu, tant qu'il y a de l'herbe, on y va, quoi, mais c'est peut-être pas très bon. Mais alors par contre, sur la portance, on est d'accord, hein. Moi, je travaille beaucoup en semi-direct sur prairies vivantes. C'est aussi pour ça, c'est pour avoir toujours des prairies portantes et ne pas avoir de prairies qui ont été labourées, réimplantées, où on passe 1 an ou 2 pour retrouver de la portance. Mais voilà, Caroline, si tu peux éventuellement nous dire s'il y a un repos nécessaire, un repos du guerrier. Alors, j'aimerais bien avoir la réponse à Ah, t'apporter, Vincent, mais je ne l'ai pas. d'accord. Mais c'est plutôt quelque chose que nous, on a un peu dans nos codes, de se dire qu'il faut que la prairie, elle a un temps de pause l'hiver. Et on est comme vous, c'est-à-dire qu'on gagne beaucoup de périodes de pâturage sur la période estivale, enfin hivernale, pardon. On a des gens qui arrêtent de pâturer au 25 décembre et qui redémarrent au 1er février, donc voire même certaines années qui pourraient faire la boucle complète, quoi, sans s'arrêter. Et c'est vrai qu'on se dit, ben, entre ça et le fait que parfois il y a des mois d'été où on peut vraiment plus rien faire, on peut plus pâturer, faut que les animaux soient un peu parqués, quoi. Et la question se pose, est-ce qu'il faut un besoin? Je sais, j'ai pas la réponse, c'est pour ça que je te la pose. Est-ce qu'il faut un repos? Est-ce qu'il y a un moment donné où la prairie elle a besoin qu'on n'y touche pas? On voit bien que le changement climatique, il nous permet une pousse hivernale importante, qu'on a envie de valoriser parce qu'on veut compenser ce qu'on perd ailleurs. Mais à quel moment le végétal il est en repos, quoi? Voilà, ça reste un point d'interrogation pour moi. Oui, on commence à avoir des éléments de réponse quand même au travers des groupes de progrès sur le terrain. J'ai des éleveurs laitiers qui pâturent toute l'année et eux-mêmes le disent, on va bientôt pouvoir plus pâturer l'hiver que l'été et le repos de la prairie finalement quelque part va se passer durant l'été. Il va falloir être beaucoup plus souple et eux ont la stratégie comme tu dis Vincent, il y a de l'herbe, on va la chercher, le sol porte et même si elle ramasse 2 kilogrammes de MS par jour, c'est formidable. Et par contre, on matraque pas la prairie. Il y a toujours en hauteur d'entrée, hauteur de sortie, on préserve donc le capital et on est gagnant. Au-delà, oui, effectivement, de la vitamine D, la locomotion des animaux. Oui, on a besoin en fait, une prairie, elle demande à être exploitée avec des chargements spontanés, bon, un peu plus légers l'hiver. Pourquoi? Parce qu'il y a un relargage d'azote non maîtrisable, hein. Tout ce qu'on relargue au pâturage, on n'en parle jamais, mais 200 unités à l'hectare pendant une journée, je peux vous dire que ça recharge quand même le réservoir. Et on arrive à maintenir des rendements de MS conséquents et oui, quand l'herbe est là, il faut aller la chercher. Elle demande qu'à être mangée et la magie du PTD, c'est que plus on divise, plus ça produit, dans une certaine mesure et les gens qui comprennent ça, ils disent: «Punaise, mais j'apprends un truc, j'apprends le métier de gérer du pâturage sans azote». En bio, on est à 60 de légumineuses avec le programme Capflore et les gars disent: «Mais pourquoi je mettais de l'azote avant?» Donc, avec la sécheresse qui arrive, raison de plus pour passer en bio, puisque les azotes synthétiques ne vont plus être valorisés. Déjà qu'il y a de la perte, hein, on le sait très bien. On met une tonne, il y en a 40 qui remontent immédiatement dans l'atmosphère. Et donc, raison de plus pour passer en bio et d'avoir des systèmes durables. Là, je tape sur mon clou parce que je suis absolument convaincu que le levier est ici. Il faut comprendre ça, quoi. Une prairie demande à être exploitée et elle va produire en conséquence. C'est formidable. L'herbe, c'est formidable. Bah, je m'excuse, je Merci. vais plus rien dire jusqu'à la fin, je vais vous Merci, énerver. merci Fabrice de ton témoignage de praticien. Merci. Merci, Vincent. Aurélie, tu as coupé le micro. Aurélie. Oui, merci Fabrice. Donc je disais, Fabrice, du coup, il témoigne depuis la Nouvelle-Aquitaine et j'aurais bien aimé savoir, du coup, Madame Tostin, dans quelle région vous étiez par rapport aux références de pâturage que vous donniez. Normandie. Normandie, d'accord. C'est la Ok. Normandie, ouais. Et du coup, Caroline était aussi intéressée, Vincent, pour savoir s'il y avait des différences entre prairies permanentes et temporaires et si tu avais des indications sur la durée de vie moyenne des prairies temporaires sur le Massif central. Alors, j'ai pas de. Non, je ne peux pas répondre à ces deux questions. Moi, c'est plutôt une impression. Donc, ça vaut ce que ça vaut, hein.
Mais encore une fois, moi, depuis ce cap-là de la sécheresse 2011, cette décennie-là, où j'ai l'impression que moi, le changement climatique s'accentue, moi, j'ai l'impression que les prairies, quand même, vieillissent mal. Hein. Donc, en plus, nous, on a l'effet campagnol. Alors là, lui, c'est le roi pour vous remettre les prairies à zéro. Mais je trouve qu'il y a quand même ces périodes longues, la canicule. Hein, canicule, c'est les prairies telles qu'on les connaît, quand elles prennent 38, 39 degrés de température, c'est pas du tout dans leur milieu naturel. Hein, elles ne sont pas faites pour ça. Donc moi, j'ai l'impression que les prairies vieillissent un peu moins bien, mais voilà. J'ai pas de données factuelles pour vous dire quelle est la durée moyenne. Alors, après, je peux répondre sans trop m'engager de dire qu'on avait des rotations, pour ceux qui sont en rotation, qui ne sont pas en système herbagé, on a souvent des prairies qui durent entre 4 et 5 ans. C'est-à-dire, c'est qu'on est sur des bases dactyles fétuques, des mélanges multi-espèces, voilà, quand ça fait 4-5 ans, voilà, c'est un peu le terme un peu à la fois génétique, puis le potentiel de ces espèces. Et après, encore une fois, moi, je milite pour justement, dès qu'on commence à avoir une prairie qui commence à se dégarnir, plutôt que de la refaire à zéro, c'est d'intervenir avec un semoir direct et d'aller rebalancer des graines voilà, des espèces pour relancer la prairie et la garder toujours vivante, quoi. En fait, c'est d'avoir une prairie permanente qu'on entretient. Mais si on peut éviter de retourner des prairies, voilà. Moi, c'est plutôt mon leitmotiv. Ok, merci. Alors, je vais donner la parole à Thierry Turlan, à la DRAF Auvergne-Rhône-Alpes. Oui, merci Aurélie. Bonjour, je m'excuse d'insister, mais quand j'écoute les constats établis par Vincent et par Fabrice et les mots que vous avez employés tout à l'heure, j'ai quand même envie de vous demander, mais alors que par ailleurs on affirme de plus en plus, et les données sont là, le pâturage, c'est aussi le moyen le plus économique pour alimenter les bovins. Donc, il y a un intérêt évident à ce que les éleveurs améliorent leur capacité de gestion des prairies et de gestion de l'acte de pâturage. Et donc, je vous redemande, est-ce que vous parvenez dans vos structures respectives à faire remonter cette information, à la faire prioriser, parce qu'au-delà du constat, il faudrait entrer maintenant dans l'action. Donc, est-ce que vous parvenez à vous faire entendre dans vos structures sur ce sujet-là? Parce que, comme vous disiez, si ça ne se décrète pas et que ce sont des techniques, des connaissances qui ne sont pas maîtrisées par les éleveurs, la pérennité de l'élevage passe aussi par l'amélioration de ce volet-là en termes de formation, quoi. Donc voilà, est-ce que vous parvenez à vous faire entendre? Alors, bien sûr qu'on se fait entendre. Après, il faut se mettre à la place des éleveurs qui ont à peu près 1000 problématiques à gérer. Je vais prendre un exemple. Vous avez les éleveurs, là, dans ma base de données, les éleveurs de lait bio, vous avez vu depuis 2000, en gros, à partir de 2014 jusqu'à 2021, voilà, ils ont acheté des fourrages toute l'année. Donc, imaginez un peu un éleveur qui achète du fourrage. Il doit déjà essayer de trouver du foin qui va payer la peau des fesses. Il a ses prairies ravagées par les campagnols, il faut qu'il les refasse. Il a 1000 problèmes à gérer. Donc, en fait, nous, quand on va arriver par-dessus, qu'on va dire ça serait bien aussi que tu sois bienveillant avec tes prairies, que tu ailles acheter du calcaire. Mais le mec, il est au bout du rouleau. Il a paré au plus pressé. Il a nourri ses animaux. Il a réussi à trouver du fourrage. Il met l'importance sur les parcelles à stock et il a raison. C'est quand même les parcelles à stock qui vont quand même nourrir les animaux en priorité. Parce que si on rate les stocks, alors là, l'éleveur, il se retrouve à poil, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'éleveur, il doit gérer tellement de problématiques d'urgence, la trésorerie, forcément, au bout de 5 ans, quand on achète du fourrage et quand on est moins bien payé, la trésorerie, on ne l'a pas. Et forcément, le conseil qui arrive là, la fleur au fusil en disant ça serait bien maintenant que tu t'intéresses aux pâtures et que tu mettes du calcaire, donc que tu investisses. Et moi, le premier qui dit il faut que tu ailles acheter des semences pour régénérer tes prairies, il me dit ouais, ok, t'es gentil, mais quand ça ira mieux.
Oui, mais, Voilà. oui, je m'excuse, mais enfin, le débat me semble intéressant. C'est quand même existentiel pour lui et c'est fondamental pour lui puisque sa pérennité, il est en train de la dégrader, à la fois sur le capital prairie et à la fois sur ses revenus. Donc, voilà, si je vous suis, on ne sait pas comment faire parce que c'est jamais le bon moment. Et donc, on va où comme ça? Quelle est votre conclusion à ce qui se passe si on ne retourne pas la problématique en priorisant les vraies priorités? Mais Je ne on veux pas va. vous embêter, mais vous voyez, Non, la non, question, mais quand on raisonne intellectuellement et en bureau, on en arrive à ça, me semble-t-il. on va vers une baisse du nombre d'éleveurs et un agrandissement. Vous avez la réponse du terrain. Voilà comment ça se passe. Voilà. Et donc, je repose la question, et les institutions que vous représentez sont conscientes de ça, et finalement, ça les satisfait, à votre avis? Ça satisfait personne, hein. D'accord. Mais vous avez des réalités qui sont plus fortes que la bonne volonté des uns et des autres de vouloir se maintenir. Quand vous Donc, avez, il n'y a rien à faire. Donc, c'est bah, fichu, quoi. Non, faut pas dire, on va pas dire ça. Vas-y, continue, Vincent, après Non, j'interviendrai. je fais exprès de provoquer un peu, excusez-moi. Oui, très bien d'ailleurs. non, mais encore une fois, quand vous avez le niveau de rémunération que vous avez vu, que vous êtes payé à 0,6 SMIC par unité de main-d'œuvre, que vous faites un boulot d'éleveur laitier, bah, que vous êtes arrivé à ce niveau de rémunération, bah, forcément, enfin, je veux dire par là, vous n'avez pas forcément le punch nécessaire. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait? Bah, il faudrait déjà une rémunération correcte des paysans, des éleveurs laitiers. Donc là, la loi Egalim, par exemple, qu'elle soit appliquée, que les éleveurs soient payés correctement, Déjà. que le lait bio soit payé 600 balles au lieu. C'est le coût de revient du lait bio pour payer dans nos bases de référence. Pour payer un éleveur à 2 SMIC, il faut qu'il soit payé 600 € en montagne. Il est payé 420 € par biolait. Voilà, vous cherchez la différence. Donc ça commence par là. C'est-à-dire qu'on est à un niveau de rémunération et de reconnaissance des paysans qui leur permettent déjà de croire au métier et d'avoir suffisamment de trésorerie justement pour s'attaquer à des problèmes. Après, pour finir avec ce que vous dites, j'ai énormément confiance aux paysans dans le sens des priorités. C'est-à-dire que nous, on a un regard extérieur et on dit bah, c'est facile, il y a qu'à faire ça. Mais je peux vous assurer que les éleveurs, ils savent exactement très bien où sont leurs priorités et s'ils font pas autrement, c'est qu'il y a quand même des raisons structurelles beaucoup plus fortes que ce que nous pensons à leur place, quoi. Voilà ce que je peux vous dire. Après, ça n'empêche pas que nous, on donne des, entre guillemets, des recommandations. Et après, c'est un travail, comme l'a dit Fabrice, un travail de patience au quotidien pour ceux qui ont la capacité de changer. Alors, quand je dis capacité à la fois intellectuelle et puis encore une fois de trésorerie et ils ont la capacité de changer des choses dans leur ferme. Mais il y a beaucoup d'éleveurs qui sont ficelés par les conditions économiques et qui ont du mal à s'extraire de la façon dont ils conduisent les fermes, quoi. Ils ont du mal à voir le bout du tunnel. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu, mais je vous donne ma version. Je peux donner un peu des éléments, merci Vincent. Donc moi, ma structure, c'est Bio Nouvelle-Aquitaine, et je suis absolument soutenu par, mes élus, au niveau de l'indépendance, fourragère ça, il y a pas de problème. On est épaulé par la région Nouvelle-Aquitaine. On a signé le pacte bio avec la chambre régionale Nouvelle-Aquitaine, donc on est unique en France. Il y a un élan, il y a le pacte bio et on se sent vraiment poussé, aidé. Je travaille beaucoup avec les collègues chambre d'agriculture 87, très, très bien. 19, un peu plus compliqué. Tout est plus compliqué en Corrèze, on va dire. Il se passe des choses très intéressantes au niveau de la maîtrise du pâturage. Ceci étant dit, on est, dans de la culture. Je m'explique, mes moteurs dans les GI2E pâturage en Haute-Vienne, c'est marrant, c'est tous des petits-fils ou fils d'immigrants, des Pays-Bas, producteurs de lait, animaliers et qui connaissent l'herbe très finement. En production ovine, j'ai 5-6 éleveurs irlandais et anglais qui maîtrisent l'herbe sur le bout des doigts et chez qui on fait des journées tout le temps parce que ces gens-là, c'est marrant, ils arrivent à finir des agneaux à l'herbe, ils ont quasiment pas de rupture de pâturage. Alors ça remonte à loin, ils ont une génétique, un savoir, une culture, une envie. En fait, le nœud du problème est là. Je veux dire, si vous allez dans les lycées agricoles où je fais des interventions, on leur parle très rarement du pâturage aux jeunes. Par contre, il y a toujours un gros simulateur Fendt dans le coin. Ils sont tous agglutinés autour pour piloter un tracteur. Ça, c'est génial. Le pâturage, ben, il faut descendre, marcher, prendre du temps. C'est beaucoup de temps. Et les gens ont moins envie. On est dans la culture. Ça se passe entre les deux oreilles de l'éleveur. Et là, le boulot est assez important pour faire avancer les choses.
voilà, c'est culturel, beaucoup. C'est triste à dire, mais et comment, voilà, ma remarque. Oui, mais Alors, si je peux me et permettre, j'en- ouais, Fabrice, il faut quand même pas non plus mettre le pâturage sur un piédestal parce que, je vous l'ai dit encore une fois, vous prenez une sécheresse de printemps, si vous n'avez pas un équilibre, ce qu'on appelle stock pâture, suffisant, ben, vous avez terminé votre tour de pâturage, mi-avril et puis il y a plus rien. Et Non, on il faut fait faire du comment? stock, hein, attention, il faut faire du stock, Ah ouais, Vincent, non, mais j'entends bien. ouais, je Oui, veux oui, dire c'est par clair. là qu'il faut pas dire, les éleveurs, ils font n'importe quoi ou dans l'équilibre, et cetera. Attention, ils étaient là avant nous, ils continuent, c'est eux qui bossent et ils savent exactement ce qu'il en est. Et il faut pas non plus mettre la pâture comme étant, à mon avis, le truc du siècle qui va révolutionner le changement climatique. Parce que une pâture, elle est, s'il pleut pas sur 3 semaines, c'est fini, on n'en parle plus, hein. Donc si vous avez une période très, très longue avec une sécheresse de printemps, celui qui est très pâturant et qui a pas beaucoup de parcelles de stock, il est en string, quoi. Et bon, pour l'été, c'est sympa, hein, mais il va être beaucoup plus mal que celui qui a comment on va dire, un équilibre stock-pâture qui est quand même solide, quoi. C'est pas par hasard que les éleveurs sont dans cette configuration aussi, hein. Faut y aller Non, il par faut un petites équilibre stock pâture, on est évident, il faut il faut faire y du aller, stock, voilà, il faut y aller c'est par clair. petites touches, quoi. Ah oui, 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 non, mais et on avec est beaucoup de tout à fait. psychologie et d'empathie et Oui, accompagner les éleveurs vers cette nouvelle culture du pâturage en priorité et du stock après. C'est une question de priorité. Plus on fait de pâturage, moins on a besoin de stock. En année plus ou moins normale. Les sécheresses arrivent, ça va être plus compliqué. Raison de plus pour maîtriser le pâturage, sinon exactement. on va droit dans le mur. Et là, on n'est pas aidé pour, je parlais de l'enseignement agricole, on n'est pas aidé pour plein de raisons. Il faut en être convaincu également. Moi, je l'ai vu. Je veux dire, j'ai été conseiller en lait en Ontario pendant assez longtemps pour voir des gars dans des conditions assez dures quand même, produire de l'herbe, faire bouffer de l'herbe à des vaches, quoi. C'était assez intéressant. Donc, fort de cette expérience, bon ben voilà, ça me donne des billes aussi. Je sais que c'est le seul levier, hein. C'est des prairies résilientes parce qu'on va avec ce qu'on va se prendre sur le nez. Et surtout aussi, il y a une génétique, hein. On ne parle pas de la génétique des animaux qu'on met sur les prairies. Il y a un gros débat là-dessus, mais il faut revoir la génétique de nos animaux en viande comme en lait. On le sait tous, ça. Exactement. C'est un gros levier. Mais, oui, oui, bah, écoutez, je partage tout ce que vous dites, y compris les insuffisances de l'enseignement agricole. J'attire aussi quand même votre attention sur quelque chose que vous connaissez, qui est que c'est un cercle vicieux dans lequel, en plus, les écarts de coûts de production ou de prix de revient sont fondamentaux. Et Vincent, oui, j'entends ce que vous disiez tout à l'heure sur les priorités des éleveurs et le fait que vous avez dit ils étaient là avant nous et ils savent mieux que nous. Sûrement, le problème, c'est qu'ils sont quand même de moins en moins nombreux. Donc, ça veut dire qu'ils sont de moins en moins en capacité à rester éleveurs. Et la question des écarts de coûts de production, elle est fondamentale. Aujourd'hui, il y a quand même un lien direct entre le niveau de coût de production et le niveau de revenu, beaucoup plus qu'entre le niveau de produit et le niveau de revenu. Donc, ça montre bien qu'une des priorités, c'est bien de gérer les charges et de minimiser les charges. Et ça, c'est aussi une couche supplémentaire, je suis bien conscient, hein. Et les éleveurs ne sont pas assez formés justement pour faire de la gestion et en particulier optimiser leurs charges, comme tout chef d'entreprise fait. Mais l'un dans l'autre, à un moment donné, si on n'arrive pas à, et j'entends votre conclusion, hein, sans appel, si on n'arrive pas à inverser la tendance se poursuit. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais ça veut dire que dans 10 ans, on n'aura plus que, si mes calculs sont bons, 180 000 éleveurs en France. Pardon, 140 000 éleveurs en France. Waouh, ça fait mal. Ça. Espérons que non. Non, mais ça, Et pour Oui. apporter on est en une- bureau, c'est facile pour nous. On est d'accord là-dessus. En fait, ça fait aussi partie de notre boulot à nous. Donc, discutons là. Ah oui, en fait, Si on n'y parvient pas, les courbes n'ont plus qu'à être prolongées, hein, c'est tout, hein. Et c'est bien embêtant pour nous tous aussi, et pour l'élevage d'abord. Mais voilà. Donc, bon, mais merci de ce débat en tout cas. ok, merci.
Merci à vous. Et puis pour amener une petite perspective complémentaire quand même de la part d'Anne Egelin, pas oublier aussi le volet biodiversité qui pourrait permettre de diversifier les ressources fourragères, et elle pense notamment aux haies et aux arbres qui pourraient permettre aussi de faire lever un peu la pression qu'on peut mettre sur les prairies et pour moins les racler. Voilà, pour avoir une petite ouverture, perspective sur plus optimiste, on va dire. Écoutez, on va s'arrêter là pour les débats. Merci beaucoup en tout cas, Vincent, pour ton intervention. Merci Vincent, excellent. Très intéressant. Merci aussi aux étudiants qui t'ont aidé un petit peu à analyser toutes ces données, aux éleveurs aussi et aux collecteurs qui sont à la base de toutes les données que tu as pu travailler et nous présenter aujourd'hui. Donc, comme on l'a dit à plusieurs reprises, vous pouvez retrouver les résultats sur le site de Bioréférence, ainsi que tous les livrables du projet. Et une petite information, donc on aura un prochain rendez-vous Biothéma Web lundi 23 octobre, toujours à 13h30, où là on parlera de bio et d'autonomie protéique en élevage bovin et ovin allaitant. Ah oui, alors oui, c'est pas la version corrigée, j'ai repris la main sur le partage, Vincent, parce que tu n'avais pas partagé le bon écran. Donc bio et autonomie protéique en élevage bovin et ovin allaitant, un mariage arrangé. Donc ce sera des résultats du programme CAP Protéines et qui seront présentés donc par Marion Kenzel et qui sera accompagnée, on l'a appris tout à l'heure, par Marie Miquel qui est plus spécialisée sur les ovins. Et du coup, voilà, elles seront toutes les deux là pour nous présenter les résultats de CAP Protéines sur l'autonomie protéique en élevage bio et donc bien en bovin et en ovin. Voilà. Et puis il y aura d'autres biothémas web à venir, mais on n'a pas encore les dates, mais on vous tiendra informé en tout cas. Merci à tous. Merci, au revoir.